Bonjour, je m'appelle Rosemarie Perrault, je suis neuropsychologue à l'hôpital juif de réadaptation de Laval et je vous présente une capsule d'information sur les changements de comportement et de cognition qui peuvent survenir après un AVC. Après cette séance d'information, vous devriez être en mesure de mieux comprendre les changements de comportement et de cognition qui peuvent le plus souvent survenir après un AVC et vous devriez connaître des trucs et des stratégies pour y faire face. Et l'idée de cette séance d'information, c'est aussi de vous nommer ces changements-là et que si vous vous sentez concerné par certains d'entre eux, vous puissiez aller poser plus de questions à votre équipe ensuite. Une première chose à faire serait peut-être de définir qu'est-ce que c'est la cognition, parce que c'est un mot qu'on n'entend pas si souvent. La cognition, c'est tous les processus et les habiletés mentales, comme par exemple la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, la prise de décision, qui nous permettent de fonctionner dans la vie de tous les jours. Le cerveau, c'est le siège de nos pensées, de notre personnalité, de notre comportement et de la cognition. Donc, toute blessure au cerveau risque d'entraîner des changements à ces niveaux-là. Il y a certaines personnes après un AVC qui ne se reconnaissent plus, donc qui voient des changements majeurs. Par exemple, quelqu'un qui était auparavant discret et qui maintenant parle tout le temps. Pour d'autres personnes, ça va être certains traits qu'ils avaient déjà auparavant puis qui peuvent être amplifiés. Par exemple, quelqu'un qui était déjà de nature irritable, puis après son AVC qui est un peu plus impatient ou un peu plus explosif. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs changements différents et peut-être allez-vous vous reconnaître ou reconnaître d'autres patients que vous avez croisés dans certains des changements qu'on va décrire. Et qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y a une variabilité d'une personne à l'autre dans les changements qu'on observe? Bien, en fait, en plus de notre personnalité antérieure, donc des tendances qu'on avait avant l'AVC, il y a différentes choses qui se font à différents endroits dans notre cerveau. Donc, dépendamment de l'endroit où a eu lieu votre AVC, ça peut donner lieu à des profils différents. Les séquelles cognitives sont souvent vécues comme étant frustrantes parce que, bien qu'elles nous affectent à divers niveaux, elles sont invisibles et puis elles sont parfois difficiles à comprendre pour nous-mêmes ou pour nos proches. Ça peut aussi arriver qu'on n'en soit pas tout à fait conscient ou qu'on ne remarque pas ce que nos proches remarquent ou ce que nos thérapeutes remarquent. Mais c'est important de comprendre que ce sont des séquelles normales après un AVC. En fait, il y a jusqu'à 2/3 des survivants d'un AVC qui vont vivre des séquelles cognitives. La récupération au niveau cognitif va se faire assez rapidement là, dans les premiers mois suivant l'AVC et elle va se poursuivre également jusqu'à environ 1 an plus tard. Par la suite, le profil qu'on observe est plus stable, bien que c'est pas impossible de voir encore quelques améliorations. Les séquelles cognitives vont avoir un impact sur la réadaptation, les activités du quotidien, les interactions sociales, le retour au travail et la reprise des loisirs. Le premier changement dont je voudrais vous parler, c'est le ralentissement cognitif. C'est quelque chose qui est souvent rapporté par les survivants d'un AVC. Imaginez-vous que votre cerveau, c'est comme un ordinateur énorme, super performant, tellement grand qu'il remplit toute une pièce. Et imaginez-vous qu'un AVC, c'est comme quelqu'un qui entre dans cette pièce avec un petit marteau et qui brise quelques connexions ici, quelques connexions là. Quand on allume l'ordinateur maintenant, il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont été déconnectées, des courts-circuits. Les messages et les commandes doivent maintenant prendre un chemin un peu plus long. Ils doivent contourner les courts-circuits. Alors, l'ensemble du processus est un peu ralenti. Donc, concrètement, ça peut prendre plus de temps pour percevoir des choses dans l'environnement, pour comprendre, pour réagir, etc.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous vous sentez ralenti au plan cognitif après un AVC? Bien, c'est beaucoup d'accepter que ça peut prendre plus de temps, de ne pas essayer d'aller aussi vite qu'avant. Il va y avoir une récupération qui va se faire, une amélioration de ce côté-là, mais il faut aussi accepter de modifier ses façons de faire. Et pour les proches, ben, ça peut être d'adapter votre rythme, par exemple, parler un peu plus lentement si vous sentez que ça peut aider la personne. Un autre changement qu'on peut voir après l'AVC, c'est l'impulsivité. Donc, le fait d'agir trop vite, sans réfléchir ou planifier, de manière un peu imprévisible. Le problème étant que ça peut nous faire prendre des risques, comme par exemple transférer seul du fauteuil roulant sans avoir bien mis le frein, sans avoir bien placé nos pieds. Alors, ce qu'on peut faire quand on remarque qu'on a tendance à être un peu impulsif, on essaie de se donner des trucs pour se forcer à prendre un temps d'arrêt avant d'agir. On peut se mettre des rappels visuels dans notre environnement, là, un post-it sur notre fauteuil roulant ou des choses comme ça. On peut essayer de s'entraîner à vraiment prendre un temps d'arrêt, à compter avant d'agir, par exemple. Et pour les proches d'une personne qui a eu un AVC, ce qu'on peut faire pour l'aider, c'est qu'on peut vraiment l'encourager à ralentir, répéter les consignes des thérapeutes, encourager notre proche à ralentir ses gestes et à prendre le temps. Les problèmes d'attention sont assez souvent rapportés après un AVC et ça peut se manifester de plusieurs façons différentes. Par exemple, plus de lenteur, de la distraction, comme par exemple avoir de la difficulté à avoir une conversation dans un endroit qui est bruyant ou se laisser distraire facilement par nos propres pensées. Ça peut également se manifester par des difficultés à se concentrer ou avoir moins d'endurance mentale dans les activités qui requièrent de la concentration, comme la lecture par exemple. Ça peut se manifester aussi par de la difficulté à faire plusieurs choses en même temps, comme préparer un repas et puis répondre au téléphone, ou bien conduire en écoutant la radio, ou parler au téléphone en même temps qu'on écoute la télévision. Et les problèmes d'attention peuvent se faire ressentir de façon diverse aussi. Par exemple, on peut ressentir des signes physiques comme des maux de tête, de la fatigue. Et on peut aussi observer des signes mentaux comme plus d'erreurs d'attention en général ou le sentiment là, de tomber dans une espèce de brouillard quand on essaie de se concentrer plus longtemps. Que faire si vous avez des problèmes d'attention? La première chose à faire, c'est de choisir vos moments. Donc, apprenez à vous connaître et à connaître les moments dans la journée où vous êtes le plus énergique, par exemple en matinée, et ceux où vous avez un peu moins d'énergie, comme par exemple l'après-midi. Et vous pourriez ensuite planifier vos activités en fonction de ça. Donc, réservez vos activités qui vous demandent plus de concentration pour vos moments où vous avez plus d'énergie et gardez soit des périodes de repos ou des activités qui demandent un peu moins de concentration pour vos périodes où est-ce que vous avez moins d'énergie. Vous pourriez aussi prendre des pauses un peu plus souvent. Donc, même si avant vous étiez capable, par exemple, de lire pendant 90 minutes, c'est possible qu'en ce moment, ça vous prenne des pauses plus souvent. Et le fait de prendre des pauses plus souvent pourrait vous aider en fait à continuer vos activités un peu plus longtemps. Faire une chose à la fois, ça peut être une bonne idée aussi. Donc, par exemple, à la place d'essayer d'écouter quelqu'un qui vous parle en prenant des notes de ce qu'il dit, vous pourriez lui demander peut-être de vous remettre l'information par écrit pour que vous puissiez vraiment vous concentrer seulement sur écouter la personne. Et une autre recommandation qui peut être très utile, c'est de diminuer les distractions. Donc, par exemple, si vous avez à vous concentrer, essayez de vous placer dans des conditions propices, donc un endroit tranquille où il n'y a pas trop de bruit, pas trop de distractions visuelles non plus. L'héminégligence, c'est une séquelle qu'on va voir à la suite de certains types d'AVC qui atteignent la partie de notre cerveau qui permet au corps de s'orienter dans l'espace.
Et typiquement, ça se manifeste par le fait qu'on ne porte plus attention à la gauche de l'espace. Ça peut se manifester à droite aussi, mais c'est plus rare. Alors, c'est pas un problème de vision ou un problème avec l'œil, c'est plutôt comme si on oubliait la moitié de l'espace, la moitié du corps et tous les objets qui sont situés à gauche. Par exemple, on peut oublier de se raser la moitié du visage, on peut manger seulement la moitié droite de notre assiette, on peut ne pas voir ou ne pas remarquer les personnes ou les objets qui sont situés du côté négligé. On peut avoir tendance à s'accrocher dans les cadres de porte ou à foncer dans des objets qui sont placés de notre côté négligé. À seulement lire les mots qui sont situés à droite de la page, par exemple. Et vous avez un exemple aussi sur la diapositive de quelqu'un à qui on avait demandé de dessiner un visage et qui a dessiné seulement la droite du visage. Au départ, on est rarement conscient de l'héminégligence. Ça fait partie du trouble lui-même. Donc, c'est quelque chose qu'on va avoir du mal à comprendre peut-être ou à remarquer au départ, mais que notre entourage peut remarquer. À mesure qu'on reçoit de l'information là-dessus, puis de la rétroaction, ce qu'on peut faire, c'est d'apprendre à se forcer à porter attention à la gauche. Et ça prend du temps parce que c'est pas un réflexe qui va venir spontanément, mais à force de se le faire rappeler, on devient meilleur à porter attention à la gauche. Et pour ce qui est des proches, ce que vous pouvez faire pour aider quelqu'un qui a de l'héminégligence, c'est de lui faire des rappels, de regarder à gauche. Initialement, de placer les objets indispensables à sa droite, donc au côté qui est correct, là, qui n'est pas touché par l'héminégligence. Mais plus tard, à mesure que la personne devient plus habile à porter volontairement attention à sa gauche, là, de placer plus d'objets puis de vous placer plus à la gauche quand vous lui parlez. Au plan de la mémoire, un AVC peut venir toucher différents types de mémoire. Par exemple, ça peut affecter notre mémoire des événements récents, comme qui est venu me visiter ce matin, qu'est-ce que j'ai fait hier soir. Ça peut affecter aussi notre mémoire pour notre histoire personnelle un peu plus ancienne, par exemple, mes mots de passe, mon adresse, mon NIP. Ça peut toucher les nouveaux apprentissages, par exemple, être capable de se souvenir ce qui a été dit dans une conversation il y a 1 minute ou encore ce que j'ai appris en ergothérapie la veille. Et ça peut toucher l'orientation spatio-temporelle, donc la capacité à savoir où est-ce que je suis, quelle date on est, etc. Et ça peut aussi avoir des impacts pratico-pratiques, comme par exemple la capacité à se rappeler de prendre ses médicaments. Donc, si on remarque qu'on a des soucis de mémoire, les choses qu'on peut faire, d'abord, ça serait de se référer aux recommandations pour l'attention. Parce que l'attention et la mémoire travaillent main dans la main. Donc, tout ce qui touche de faire une chose à la fois, de minimiser les distractions, ça va venir nous aider à mieux enregistrer l'information en mémoire. Également, vous pouvez mettre en place des moyens de compensation qui vont faire un peu le travail de votre mémoire. Par exemple, vous mettre des rappels et des alarmes pour les choses importantes, utiliser un agenda, des rappels sous forme de post-it. Et si vous êtes un proche et que votre proche a subi un AVC et a des soucis de mémoire, vous pouvez l'aider en lui donnant par exemple des indices ou en lui rappelant les choses qu'il a oubliées, mais on va utiliser un principe qu'on appelle l'apprentissage sans erreur, c'est-à-dire de lui donner seulement les bonnes informations, pas par exemple faire un choix de réponse avec un bon choix puis une information qui n'est pas la bonne parce que on veut être sûr que ce qui est retenu en mémoire, c'est seulement la bonne information. Lorsqu'on a des difficultés à planifier ou à s'organiser, ça peut se manifester comme des difficultés à s'organiser dans des activités à plusieurs étapes ou bien des activités où est-ce qu'il faut qu'on considère plusieurs éléments, comme faire un repas, gérer ses finances. On pourrait avoir par exemple du mal à prévoir tout le matériel dont on a besoin pour faire l'activité ou prévoir comment on va organiser les étapes pour la faire. Et ça a tendance à être plus difficile dans les activités non familières. Donc, par exemple,
si je suis une nouvelle recette, par exemple. Et on peut aussi avoir une mauvaise perception de la notion du temps. Donc, par exemple, arriver trop en avance ou trop en retard parce qu'on anticipe mal le temps nécessaire pour se préparer et se rendre ou tout simplement le mal prévoir notre temps pour réaliser une activité. Et ce qu'on peut faire, si on remarque qu'on a des difficultés de planification puis d'organisation, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu pour la mémoire. Donc, ça va être des stratégies compensatoires comme utiliser un agenda, un calendrier, des alarmes pour se rappeler les choses importantes dans notre horaire. Et si on est un proche de quelqu'un qui a eu un AVC et qui a de la difficulté à s'organiser, mais ce qu'on va faire, c'est on va offrir de l'aide et de la supervision, donc offrir des rappels, puis aider la personne à s'organiser dans ses activités. L'apathie va se présenter comme une forme de passivité, de manque d'initiative ou de lenteur à agir ou à réagir. C'est observé surtout dans les premiers temps après l'AVC et on va la distinguer d'un manque de motivation. Donc, on peut éprouver un besoin ou un désir, mais on ne se met pas en action en réaction à ce besoin-là. Par exemple, on peut apprécier nos séances en physiothérapie, mais à cause de l'apathie, on ne se met pas en action pour se préparer puis se rendre à notre rendez-vous. L'apathie en soi, c'est pas non plus une dépression, même si ça peut y ressembler parce que l'humeur est émoussée ou plate. C'est important de faire attention parce que l'apathie, ça peut être observé dans la dépression, mais en général, quand on parle de dépression, on observe plus de tristesse ou vraiment de perte d'intérêt. Par contre, si vous vous posez des questions à ce niveau-là et vous vous dites peut-être que je suis en dépression ou je ne sais pas si je suis, j'aimerais que ça soit plus clair, c'est mieux d'en parler à un membre de votre équipe. Si vous êtes touché par l'apathie, c'est important de garder en tête que c'est un symptôme qui tend à s'améliorer avec la récupération neurologique. Par contre, il y a des choses que vous pouvez mettre en place pour vous aider. Par exemple, vous pouvez utiliser des alarmes ou des rappels sous forme de post-it pour vous donner un peu le coup de départ. Et si vous êtes le proche de quelqu'un qui est touché par l'apathie, vous pouvez justement l'aider avec le coup de départ parce que c'est souvent ça qui est le plus difficile. Donc, on peut inciter notre proche à commencer une activité ou faire avec lui la première étape puis qu'il poursuive seul. Et graduellement, on peut diminuer nos interventions, par exemple faire seulement des rappels ou un appel téléphonique pour rappeler à la personne de débuter une activité. On peut aussi l'aider en créant une routine pour qu'il n'y ait plus de questions d'initiative qui puissent bloquer l'action, mais que ce soit vraiment intégré dans une routine. La désinhibition, c'est un comportement qui réfère au fait que la pensée, les émotions et les pulsions vont s'exprimer sans filtre. Donc, on peut être trop direct, on peut tenir des propos vulgaires ou dire des blasphèmes ou faire des commentaires inappropriés ou même des touchés inappropriés. Alors, évidemment, ça peut causer des malaises sans qu'on le veuille. C'est important de garder en tête que c'est une séquelle neurologique, donc c'est pas parce qu'on a l'intention de créer des malaises, évidemment. Et c'est important aussi de garder en tête que ça s'améliore avec la récupération neurologique. Mais entre-temps, c'est bien important d'informer nos proches pour qu'ils ne soient pas surpris puis qu'ils puissent nous aider à gérer les situations plus délicates. Comme par exemple, on peut se donner un code avec notre proche pour éviter les dérapages. Un code qui veut dire « Wow, stop, on arrête la conversation parce que là, ça s'en va vers un dérapage ». On peut également, si on est le proche de quelqu'un qui a des tendances à la désinhibition, l'aider à rediriger son attention quand on sent qu'il y a un risque de dérapage, changer de sujet et puis en reparler plus tard, mais sans faire de reproches. Une autre séquelle qui peut être assez difficile à contrôler au début, c'est l'irritabilité puis l'agressivité. Donc, on peut ressentir moins de tolérance à la frustration, exiger une attention immédiate quand on exprime un besoin.
Et on peut avoir des réactions exagérées comme crier, sacrer, insulter ou même des réactions physiques comme frapper, cogner le fauteuil, lancer des objets. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on remarque qu'on a un problème d'irritabilité ou d'agressivité? Ben, quand on sent la frustration monter, c'est d'essayer d'en prendre conscience le plus rapidement possible avant de se rendre à un point de non-retour, on pourrait dire, et puis respirer profondément. Également, une bonne idée avant de se rendre au point de non-retour, c'est de quitter la situation pour se calmer avant de revenir et essayer de prendre conscience graduellement de ce qui déclenche l'irritabilité, l'agressivité. Est-ce que c'est quand je demande quelque chose puis je ne reçois pas de réponse immédiate, par exemple? Et si vous êtes un proche, ben un peu la même recommandation, ça serait de quitter et vous calmer parce que ça peut déclencher votre irritabilité puis votre agressivité aussi. Donc, quitter, se calmer, puis reparler une fois qu'on est plus calme. En terminant, je vous encouragerais à parler à vos proches et à vos thérapeutes des changements cognitifs et de comportement que vous avez remarqués et qu'eux ont peut-être remarqué depuis votre AVC. Parce que le fait d'en prendre conscience et de prendre conscience des facteurs qui ont tendance à les amplifier, comme la fatigue, le stress, les situations nouvelles ou les situations bruyantes, par exemple, peut vous aider à les améliorer et à vous y adapter.